Madame Valérie Toram, merci beaucoup de l'entretien que vous réservez à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Madame Toram, les médias internationaux, notamment et en particulier français, parlaient, disons, d'un rôle ambigu de la France en Côte d'Ivoire, puisque apparemment les forces françaises de Licorne participent maintenant à des combats. Officiellement, ils doivent les effectifs de cette force évacuer les ressortissants français, mais selon les informations, ils sont désormais autorisés à prendre part également aux affrontements et combats éventuellement. Est-ce que vous aussi, vous voyez un rôle ambigu de la France ou le rôle de la France était déjà défini ? Non, le rôle de la France n'était pas défini. Effectivement, ils sont entrés dans le jeu tout à fait récemment, là il y a ces 4 derniers jours. Alors au début, en fait, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a adressé une lettre à la France en lui demandant d'intervenir à Abidjan avec ses moyens aériens pour neutraliser les armes lourdes du camp de M. Gbagbo qui faisait peser trop de pression sur la population civile. Parce que effectivement ces armes étaient braquées, c'est des armes à longue portée, donc elles étaient braquées sur les quartiers pro-Ouattara et causaient des pertes très importantes parmi les civils sur les marchés, etc., etc. Donc la première demande, ça a été ça. Ça a été, est-ce que vous pouvez détruire ces armes de façon à protéger les civils? Et puis, en fait, la France semble avoir outrepassé un peu ce mandat dans la mesure où elle fait du renseignement pour le compte du camp du président élu. Alors, on ne pense pas qu'elle ait vraiment des hommes sur le terrain avec une mission de commandement, mais elle a très certainement une mission de conseil stratégique, bien que la guerre de rue et de ville ne soit pas la spécialité d'une armée de métier. On peut quand même penser que de toute façon, avec les moyens modernes qu'elle a à sa disposition, elle a un avis sur la question. Donc pour moi, de toute évidence, la France outrepasse son mandat, le mandat de la force Licorne, ça c'est sûr, et la lettre des Nations Unies de Ban Ki-moon également. Madame Toram, est-ce que cela n'entamerait pas la légitimité du camp de M. Ouattara, reconnu par la communauté internationale comme le président élu de la Côte d'Ivoire, dans la mesure où, de l'autre côté, c'est-à-dire dans le camp de M. Laurent Gbagbo, le président sortant, on dit que avec une intervention étrangère, finalement, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui est remise en question. Désormais, le camp Gbagbo essaye de se concentrer sur cette question de souveraineté nationale et non pas sur l'élection de l'un ou de l'autre des anciens candidats. Alors, vous savez, il existe des accords de défense qui lient la Côte d'Ivoire et la France. Ce sont des accords secrets, mais bon, au bout d'un moment, comme on n'arrête pas d'en parler, ils sont plus trop secrets. Donc, on sait que la France et la Côte d'Ivoire sont liées par un accord. En cas d'agression, la France doit défendre à égalité les citoyens ivoiriens et les ressortissants français. Donc, on peut faire confiance aux juristes pour avoir prévu ce cas. Je pense que, étant donné que le chef de l'État reconnu de façon internationale, c'est M. Ouattara, et que M. Ouattara a demandé à la France de l'aider dans la situation difficile qui est la sienne, par conséquent, je pense que la question de la légitimité ne peut pas être posée sur un plan véritablement juridique. Sur le plan médiatique, c'est-à-dire faire état dans les journaux de la France puissance coloniale en train d'intervenir dans son ancien précaré, oui, mais sur un plan strictement juridique et qui invaliderait une quelconque action en rendant, par exemple, le président Ouattara illégal, vous voyez, ou quelque chose comme ça, non, ça
je ne crois pas, puisque de toute façon, l'intervention à l'aval du président Ouattara. Donc on n'est pas dans un cas juridique, ni de vide juridique, ni de quelque chose de grave qui entacherait la légitimité du président. Et un dernier point sur l'actualité sur le terrain. Comment expliquez-vous les défections dans les rangs de M. Laurent Gbagbo? Alors, il y a plusieurs types de défections. Le général Philippe Mangou a dit que, en fait, ça n'est pas vraiment une défection, mais il ne voulait pas avoir le sang des Ivoiriens sur les mains. Et par conséquent, dès qu'il a vu les troupes de M. Ouattara s'approcher d'Abidjan, remporter des victoires et que la bataille d'Abidjan est devenue inéluctable, c'était pour lui lancer des Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens et c'est un soldat de métier. Il est capable de donner sa vie en cas d'agression étrangère, mais il était hors de question non seulement de donner sa vie, mais que même le sang d'autres Ivoiriens se retrouve sur ses mains. Donc ça, c'est le cas du général Mangou. Il y a le cas d'autres, des troupes, si vous voulez. Les troupes ont suivi leur chef. C'est-à-dire que il a pu les convaincre que effectivement, il ne fallait pas engager le combat entre frères. Après, pour ce qui est des défections politiques, comme le ministre des Affaires étrangères de M. Gbagbo, Djedje Madi, bon là, après c'est vraiment de la politique, c'est-à-dire que chacun essaye de préserver ses acquis au moment où la tendance se renverse et où donc voilà, on commence à voir ce qui va être bien en fonction de soi-même, en fonction de ce que l'on pense des intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je pense que M. Ouattara l'a suffisamment rappelé. Il a appelé toutes les forces vives de la nation à se mettre au service du pays. Les luttes partisanes ont un temps et puis après vient le temps de se remettre au travail pour assurer un redéploiement du pays.